bien bonjour à toutes et tous, et bravo d'être venus un samedi matin. Donc aujourd'hui c'est la troisième séance des conversations, une troisième séance en solo, et normalement la dernière. À partir de janvier, on devrait pouvoir... en janvier, nous aurons Bruno Perrault le 18 janvier pour parler d'intersectionnalité, d'intrasectionnalité et sans doute aussi d'universalisme minoritaire et probablement un peu de théorie queer. Donc pour aujourd'hui, l'identité, l'identitaire et l'identification. Ces trois-là ne constituent pas une trinité exemplaire dans le champ psychanalytique. Elle n'est ni constituée ni envisagée sous cette forme. La plupart du temps, ces signifiants-là sont mis en place de qualificatifs les uns des autres ou de raccourcis symptomatiques désignant la plupart du temps des éléments pathogènes ou morbides. Si l'identification est une notion assez bien connue de la psychanalyse, par sa conceptualisation et son emploi, ceci n'est pas également vrai pour l'identité ni pour l'identitaire. Dans ces conditions, le recours ordinaire à ces deux notions à propos de la pratique clinique psychanalytique semble délicat ou fatalement approximatif. En effet, il demeure difficile, voire impossible, de soutenir et définir ce que serait, par exemple, l'identité de l'analyste. Puisse-t-il être qualifié de freudien, ou lacanien, ou marxiste, ou fétichiste ? Ou bien l'identité de la psychanalyse, ni même ce que serait une clinique identitaire ou une clinique non identitaire. Pourtant, nous percevons aisément de les entendre, la nécessité actuelle d'affronter ce que l'identitaire et l'identité ont à nous apprendre sur certaines dimensions de la pratique clinique et de l'élaboration théorique. Mais sans une hypothèse de définition ou de repérage métapsychologique minimal, nous risquerions des spéculations idéologiques sans pouvoir traiter utilement les questions et les pratiques engagées avec ces signifiants. Je vais donc vous proposer une fois encore un tableau en guise d'hypothèse. Je vous ai remis en annexe les trois tableaux, comme ça ils s'accumulent séance après séance. Ça fera peut-être une œuvre à la fin. Certains travaux issus de l'expérience psychanalytique ont d'ores et déjà affronté l'identité et ses enjeux. Diverses revues se sont intéressées à, par exemple, la clinique de l'identité. Il y a quand même quelques monographies qui ont été consacrées à cette perspective. Cependant, définir ce qu'est l'identité en psychanalyse n'a pas trouvé de réponse suffisante à l'heure actuelle, outre que son avènement postérieur à la naissance de la psychanalyse a questionné d'emblée la psychanalyse freudienne de l'époque, sans qu'il ait été possible d'en saisir les qualités au profit d'une attention portée plutôt sur les dérangements et les perturbations qu'elle induit au dehors d'elle, plutôt que l'étude de ses troubles internes. L'identitaire, quant à lui, soulève immédiatement une autre question, celle de son emploi politique visant à désigner d'une part une forme de revendication radicalisée d'une identité dans les mouvements dits identitaires, notamment ceux que nous appelons les identitaires du côté de l'extrême droite, ou par exemple récemment dans la sphère féministe, le groupe des Némésis, dont on a un peu entendu parler ces jours-ci, et d'autre part, le trou identitaire des mémoires perdues des terroristes du djihad que leur fanatisme vient tenter de réduire, qui est une autre façon d'aborder cette affaire de l'identitaire qui mérite notre attention. Nous sommes donc contraints d'explorer simultanément trois territoires, psychiques, sociologiques et politiques, en profitant de leurs zones de recouvrement et de leurs intersections, ce qui nous fait une petite introduction à la séance avec Bruno en janvier. Voici donc pour aujourd'hui en 3 points et en 3 temps d'un itinéraire guidé par l'objet que nous allons suivre à la trace
Il y aura de quoi illustrer l'utilisation de ces deux premiers tableaux à propos du genre et de l'identité, des tableaux de repérage, identité, identitaire, identification, et celui sur genre, sexe et sexuation. Si vous les regardez, par la diagonale, se dégage un chemin possible quand on suit le fil de l'objet qui nous permet de repérer, par exemple, que identité et genre partagent d'être à l'imaginaire plutôt un objet, et ainsi de suite. Nous allons suivre l'objet en trois parties, telles que nous pouvons nous représenter, ce que je vous propose, la manœuvre d'une cure, si elle était résumable. Elle ne fait pas modèle, mais elle peut se présenter en trois actes. Le premier mouvement, que je désigne par SR, que j'ai appelé pour aujourd'hui l'identité mais genre le ciel, correspond à un mouvement du supposé savoir au réel inconscient. Le second mouvement, que j'ai appelé pour aujourd'hui sans consentement l'identitaire, passe de l'inconscient réel à l'imaginaire spéculaire. Et le troisième mouvement, appelé pour aujourd'hui une communauté de solitaires, loin l'identification, qui passe de l'imaginaire non spéculaire au savoir supposé. Dans le texte intégral que vous aurez dans le résumé de l'épisode du podcast, il y aura sur le texte une désignation avec 3 petites étoiles à l'intérieur de chacune des 3 parties, le moment où je propose de repérer le passage d'un élément au second élément de chacune des 3 parties. Pour aujourd'hui, je ne vous le signale pas forcément, ça n'a pas d'intérêt pour une première écoute, mais comme il faudra, si ça vous intéresse, forcément relire à tête reposée, vous pourrez le voir dans le texte. Donc la première partie, l'identité mais genre le ciel. Qu'elle soit nationale, sexuelle, culturelle, politique, hybride, métisse ou déconstruite, l'identité dissimule inlassablement, sous son allure de stabilité, son état véritable qu'est celui de la crise. Ce que nous perdons de vue toutes les fois où l'identité se présente, chaque fois qu'elle se manifeste, qu'on la défende ou qu'on l'attaque. Nous ne savons plus que l'identité n'est pas disjointe de la crise d'identité, considérée à tort comme une perturbation de l'identité, une turbulence temporaire, laissant croire à son imaginaire rétablissement vers son homogénéité fantasmée, oublieuse de la crise qui la fonde et qui l'agite continuellement. L'identité est pourtant apparue pour ce qu'elle est dans notre époque, disons au milieu du XXe siècle, sous les traits de la crise d'identité. Il a d'abord été question de la crise d'identité avant de parler d'identité, et plus particulièrement à propos de la crise d'adolescence, en 1968. C'est un patient d'Anna Freud qui a élevé l'identité à son rang d'usage contemporain. Il s'appelait Erik Erikson. Rien à voir avec l'Erikson de l'hypnose. Drôle de hasard, le genre, tel que nous l'envisageons dans notre époque, est lui élevé dans le discours par John Monnet en 1955. Ainsi donc, genre et identité sont apparus avec le sens que nous leur attribuons à présent au même moment de l'histoire, dans les années 1950-1960, donc après la guerre 39-45. Identité et genre partagent depuis leur émergence concomitante de n'être pas considérés comme des notions psychanalytiques, tandis qu'elles témoignent pourtant du saisissement de 2 processus de crise subjective qui intéressent et interpellent l'inconscient, celui de l'identitaire et celui du réel du sexe. Depuis lors, identité et genre dansent autour du sexe dans l'angle mort de notre vision. John Monnet développera, dans les années 50-60, la notion d'identité de genre et celle de noyau de l'identité de genre,
laissant ouverts ces signifiants à leur dynamisme, ce que Robert Stoller peu après viendra formaliser et fixer, à mon avis exagérément, dans une conception psychologique développementale, mécanique, du genre arrimé au sexe, au point d'avoir perdu sans doute de vue leur matière au profit de leur forme. L'identité de genre a été et reste depuis lors le meilleur moyen de fixer le genre dans un fantasme identitaire, celui d'une homogénéité sexuelle subjective, ce qui permet aux responsables politiques ces jours-ci de déclarer leur engagement dans la lutte contre la théorie du genre et spécialement l'effacement de la notion d'identité de genre des programmes d'éducation sexuelle et de vie affective, durant que l'identité sexuelle, elle, est maintenue dans ce même programme. Cet aveuglement partiel, qui n'est pas l'apanage des politiques, préférant la forme à la matière, a pu encourager une surdétermination de nos tentatives à penser le sexe, le genre et l'identité à l'appui de leur état plutôt que de leur processus, dans le champ psychanalytique en particulier. Ceci est parfaitement visible dans les conceptions théoriques sur le genre, arrimées elles aussi au sexe comme une donnée naturelle, du seul fait de la coïncidence entre l'organe génital et la fonction procréative, ce qui, nous le savons, ne résiste pas à l'expérience de l'inconscient. Si l'anatomie fait destin, ce n'est pas une question génétique ni biologique, mais psychosexuelle et organique, donc inconsciente. Pour rendre compte cependant de leur développement, de leur processus, à l'échelle individuelle au moins, faire référence à leur circulation, leur croisement et leur mutation a été nécessaire à celles et ceux intéressés par les actualités sexuelles. Je l'ai dit, identité et genre dansent autour du sexe. L'ère du métissage, de la fluidité, de l'hybridité s'est ouverte de cette façon, depuis le sol trop ferme à ramollir des fixités discursives, des assignations culturelles et institutionnelles. Mais ceci n'a pas dégagé l'ambiguïté initiale, laissant une partie des propositions de déconstruction catégorielle, qui prolifèrent depuis plus de 20 ans, prisonnières de l'énoncé au détriment de l'énonciation, ce que nous avons un peu abordé avec la question du performatif. Non que ces tentatives aient choisi délibérément d'abandonner l'inconscient, mais sans revenir strictement aux coordonnées originelles de l'identité et du genre et sexe, à savoir une crise et deux semblants, les résultats de ces recherches rencontrent des limitations définitives à chaque étape de leur développement, exigeant la préférence de forme à la prise en compte de la matière. Ceci n'est pas sans rapport avec la prévalence performative qui encourage la mise à l'écart du signifiant. Ceci a des effets sur nos efforts théoriques. Des incompatibilités apparaissent entre des modèles théoriques que nous voulons rapprocher sans pouvoir les connecter véritablement. Ceci est repérable, notamment dans l'abord philosophique de la psychanalyse, à l'appui de Foucault par exemple, qui constitue l'approche majoritaire actuellement pour élaborer à partir du genre. Et ce n'est pas seulement l'inconscient à proprement parler qui se trouve mis sur la touche, mais plus exactement le réel qui se trouve être démenti, le réel du sexe en particulier, qui d'être confondu avec le sexe qu'il n'est pas, corrompt la référence au genre visant d'éclairer ce sexe en tentant un mariage entre des théories, là où nous avons besoin de faire émerger une nouvelle théorie depuis notre expérience et notre pratique du réel du sexe en particulier. Produire de la philosophie sur la psychanalyse est devenu, depuis le retour de la French Theory sur ses terres d'origine, donc européennes, après son éclosion américaine, elle est devenue une voie séduisante pour traiter l'urgence des dépassements conceptuels sur le chemin de l'égalité des droits ou de la lutte contre les discriminations.
mais cela échoue à produire de nouvelles conceptualisations, psychanalytiques en particulier, à propos du sexe, du genre, du réel du sexe, de l'identité, de l'identitaire et aussi de l'identification. Quelles sont ces tentatives? Par exemple, brancher le queer avec l'inconscient, Foucault avec Lacan, l'objet petit a avec le biopolitique, la biosubjectivité avec le sujet de l'inconscient et bien d'autres encore, qui permettent d'adoucir, c'est un apport essentiel, certains angles trop abrupts de la théorie sexuelle de la psychanalyse, univoques bien que diverses. Ces tentatives rencontrent un obstacle, un gap, une incohérence difficile à localiser ou à réduire, qui se fait sentir avec un parfum d'échec. Chacun, chacune peut l'éprouver lorsqu'il est question de résoudre un problème avec les théories existantes dans une visée conjointe, celle de l'inconscient d'une part et celle de la critique sociopolitique d'autre part, ou bien encore de la psychanalyse avec les cultural studies. À chaque tentative de rapprochement ou de collaboration, on éprouve devoir choisir entre deux langues. On ressent l'intraduisibilité des concepts et des notions, leur éloignement géographique en tant que savoir situé établi sur des continents trop éloignés. Nous sommes pris et prises dans leur convergence tangible qui pourtant ne fait pas communauté. Manque un point de passage à inventer pour rendre à l'échec rencontré sa vérité étymologique qu'est celle d'être un butin ou un trésor. Au creux de la faille de ce qui ne conjoint pas sommeille la matière d'une forme à venir inconnue de tous. Par exemple, prenons la notion de subjectivité, largement mise en valeur par Foucault. Chez lui, son périmètre s'accorde avec celle de l'individu, tandis qu'avec Lacan, la subjectivité vaut pour l'époque qu'il y aurait à rejoindre à son horizon. Il convient alors d'aborder avec plus de précision ce que Foucault souligne et transforme de la subjectivité en soutenant l'avènement de la notion de biosubjectivité, qui sans doute est bien celle qui mérite d'entrer en dialogue avec la psychanalyse, en particulier de la confronter avec les conséquences de la notion de sujet de l'inconscient. Si nous restons au niveau de la forme de ces notions, nous ne pouvons que constater leur incompatibilité et dévaloriser l'opportunité de leur mise en cohérence. À l'inverse, si nous nous attachons à mobiliser leur matière réciproque, celle qui fournit à la forme que nous leur connaissons sa possibilité d'être, s'ouvre un espace où peuvent être tricotées diverses lignes de fuite et de nouvelles étoffes, comme s'il s'agissait de peindre des tableaux qui seraient en vérité d'authentiques sculptures. Pour ne pas alourdir la séance aujourd'hui, je vous mettrai en annexe du texte intégral un exemple de branchement Freud-Foucault sur le signifiant biologique. Mais là, ce serait trop casse-tête. Rapporté à la langue, à la poésie en particulier, cette affaire est déjà bien connue grâce à la proposition ultramarine et transcontinentale d'Édouard Glissant. J'en ai souvent parlé, mais j'y reviens. Loin d'apprécier l'efficacité rhétorique du métissage, Glissant s'oppose fermement à l'identité créole. Figure pour lui du métissage et de l'hybridité tueuse de créolisation. L'essentiel est dans cette nuance. Le processus de métissage, ainsi qu'il est pensé depuis certains rivages, s'il absorbe ce qui était pour produire ce qui est, où les choses investies en lui disparaissent en s'y fondant, n'a pas d'intérêt aux yeux de Glissant. La créolisation, pour lui, n'aboutit ni au mélange ni au prévisible, mais à l'imprévisible et au dépassement du mélange. Les interactions sont consenties, pas un des éléments embarqués dans la danse ne dirige aucun des autres éléments, tous doivent être surpris.
Ici s'éloigne la perspective d'Aimé Césaire, déterminée par la production d'une hybridité identifiable qu'Édouard Glissant réfute dans son acte poétique. Il y fonde la limite de l'hybridité, tandis que de nombreux penseurs de l'hybridité le prennent souvent en référence, de manière sans doute abusive, ainsi que le fait par exemple Jean-Luc Mélenchon sur un plan politique, qui fait référence à la créolisation, mais manifestement avec une définition qui n'est pas celle de son auteur. Cette proposition du poète rejoint partiellement la consistance imaginaire de l'identité définie dans la conclusion du séminaire de Claude Lévi-Strauss sur l'identité en 1975. Je cite, ce sont les dernières lignes de ce séminaire. Il dit « L'identité est une sorte de foyer virtuel auquel il nous est indispensable de nous référer pour expliquer un certain nombre de choses, mais sans qu'il n'ait jamais d'existence réelle. Une limite à quoi ne correspond en réalité aucune expérience. » Et le séminaire s'arrête là-dessus. Ainsi pensé, l'identité est un objet sans bord autre qu'imaginaire, qui ne peut être ni un symbole ni un emblème. À l'inverse, si l'identité est pensée comme une chose à défendre ou à combattre, elle devient un fardeau symbolique dépourvu de ses valeurs imaginaires. Pire, elle exige fréquemment d'en défendre les frontières plutôt que d'en chérir le littoral. C'est ici que l'identité peut devenir, disons-le simplement, elle est devenue un obstacle à l'ouverture de la langue, celle espérée notamment d'être épicène, la créole, qui des ils et des elles font les yels, dont on use pour rapporter leurs paroles en ne disant plus seulement celles ou ceux qui disent, mais ciel qui disent. Yel est le singulier de ciel, où l'on retrouve ce qui s'entend dans l'expression créole réunionnaise « zot toutes », pour dire « vous toutes et tous ». Un autre rapport à la lettre avec le créole, où toutes les lettres sont prononcées, puisque c'est une langue qui est parlée avant d'être écrite. Donc, la mise en écriture a mis en lettres absolument tous les sons. Pas une des lettres n'est tue, quitte à produire des sons et des signifiants nouveaux. Une invention authentique, signature d'une expérience de liberté, une expérience poétique dont nous avons encore beaucoup à apprendre pour adoucir nos occidentalités peureuses. J'en viens à la deuxième partie, sans consentement, l'identitaire. L'identitaire est une blessure. C'est comme ça que moi je l'aborde. Il est la matière noire du trauma que l'identification met en forme pour le compte de l'identité. L'aborder, l'identitaire, expose au vertige, tous azimuts, dans un concert disparate de faits politiques, de mouvements sociétaux et de relents historiques perturbant la réalité. Selon certaines analyses, Kamala Harris aurait été battue à cause des questions relatives à la transidentité et au wokisme, dont les républicains promettent de protéger les États-Unis. Des démocrates, le fait est avéré, auraient renoncé à voter pour elle pour ces raisons. Les excès du genre seraient néfastes à la jeunesse, responsables par ailleurs de la misère sexuelle de ceux qu'on appelle les incels, ou plus largement du malheur subjectif d'hommes empêchés de séduire à la manière d'autrefois, empêchés de jouir comme papa. Mais Kamala Harris n'a pas fondé son discours de campagne ni sur la transidentité, ni sur le wokisme. À l'inverse, les républicains ont, eux, dépensé des millions de dollars pour le faire croire, en publicité anti-woke,
accusant Harris d'être un cheval de Troie de plus dans la tentative fantasmée par les réactionnaires de voir l'amélioration des conditions de vie des minorités sexuelles corrompre l'intégrité sexuelle de leur progéniture, forcée de rejoindre les marges de la société et de la culture. Ce qui a été déterminant dans le vote des électeuristes début novembre, c'est le pouvoir d'achat et l'emploi contre la pauvreté instrumentalisé par un combat idéologique de premier plan qui encourage des pauvres à s'identifier à 2 milliardaires en espérant être sauvés par eux, Trump et Musk, comme Batman et Robin. Nous ne pouvons pas nous moquer de cette exagération américaine ainsi que nous pouvons le faire assez souvent, en stigmatisant tous ces ploucs armés jusqu'aux dents qui vomissent leur haine face caméra sur un parking de Walmart, rouges de colère au cul de leur pick-up armés de pare-buffles. Nous ne pouvons pas nous moquer parce que nous sommes dans la même situation, en Europe et en France particulièrement. L'histoire se répète. Depuis plus d'une vingtaine d'années, la théorie du genre est incriminée en France particulièrement, et régulièrement. Elle l'a été singulièrement durant les débats parlementaires sur le mariage ouvert à tous les couples. Sauf que la théorie du genre n'existe pas en tant que telle, pas plus que le wokisme. La théorie du genre a été inventée avec les mêmes ambitions idéologiques que Trump par le Vatican au début des années 2000. La semaine passée, ici en France, un sous-fifre de la ministre de l'Éducation a fait profession de foi du combat contre la théorie du genre, promettant d'effacer du programme d'éducation sexuelle, je le disais, la notion d'identité de genre, mais en conservant celle d'identité sexuelle. Il s'est fait recadrer, blablabla, mais en attendant, la jeunesse du pays n'utilise plus le préservatif pour plus d'un tiers d'entre eux et s'éduque à la vie sexuelle et affective par la pornographie. Heureusement, il y a quelques perspectives. Je vous ai mis en référence un ouvrage qui vient de sortir sur une étude sociologique des séries télévisées, de plateformes essentiellement, comme Sex Education, Glee, Elite, Heartstopper, qui sont un peu les équivalents d'aujourd'hui de ce qui était connu dans les années 90, comme Beverly Hills par exemple, qui servent beaucoup de support d'éducation, et le bouquin en question a l'air vraiment plutôt très intéressant. Il y a plusieurs années, lorsque j'ai commencé à participer à des réunions de psychanalystes, j'y ai été très étonné d'entendre dans ces réunions la formule « on ne peut plus rien dire », presque toujours associée à sa fausse jumelle « on ne peut pas parler », exactement comme dans tous les groupes que j'avais déjà eu l'occasion de fréquenter auparavant, dans les milieux associatifs, médico-sociaux ou même activistes. C'était très surprenant. Mais pour des raisons étranges, je ne m'attendais pas du tout à cela, pas dans ces lieux ou dans ces groupes-là que j'avais manifestement un peu idéalisés. Ces deux slogans, on ne peut plus rien dire et on ne peut pas parler, si représentatifs finalement de la vie des groupes ou même des familles, sont présents dans l'ensemble des espaces de communication, en particulier dans les lieux de débat ou dans des organisations collectives. On ne les entend pas seulement sur les plateaux de télévision, chez CNews ou C8. Derrière ces dénonciations se cache toutes les fois la même construction fantasmatique, liée à une jouissance perdue, d'origine orale en apparence, mais à bien y regarder se révèle une confusion d'orifices, entre la bouche et l'anus, faisant passer des restes détritus pour des pensées dont il faudrait tapisser le monde tout entier, comme on étalerait de la merde sur un mur. Une affaire de déchets cherchant à donner forme à une expérience de castration, de perte, refusée d'un côté pour ressortir de l'autre. Nous retrouvons aussi cette construction dans certaines plaintes actuelles d'analysants ou d'analysantes sur leur vécu d'empêchement ou d'interdiction de leur expression subjective, spécialement à propos de ce qu'elles ressentent comme leur identité sexuelle ou sexuée dans l'action de la séduction.
La plupart du temps, il s'agit d'hommes, mais pas seulement. Séduction, que le dernier ouvrage d'Isabelle Alfandari, et il est intéressant pour ça, examine depuis les premières théorisations de Freud jusqu'à MeToo, en passant par l'Oedipe, pour nous rappeler que séduire se fonde étymologiquement des sens suivants: emmener à part, soulever, soustraire, amener à soi ou amener vers soi, détourner du droit chemin. Tout à coup, la séduction change de visage. Ceci pour rappeler la centralité dans son ouvrage de la sexualité infantile, perverse par définition, dans le développement affectif des êtres parlants devenant adultes. Persistance de la sexualité infantile, revendiquée il n'y a pas si longtemps que ça dans une tribune du journal Le Monde en janvier 2018, qui s'ouvrait sur ces mots, je cite, « Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. » Catherine Deneuve y déclarait « Nous défendons une liberté d'importuner indispensable à la liberté sexuelle. » Ce texte dénonçait les mises en accusation et les empêchements induits par le mouvement MeToo à l'endroit de certains hommes abusivement mis en cause, empêchés de séduire, pour défendre globalement la séduction dans son sens le plus ancien, le plus proche de son étymologie, à savoir l'exploitation convenue des rôles et des fonctions sexuelles de l'un ou de l'une par l'autre et réciproquement, selon des codes et des normes sociales établies, dont la mise en question semblait vécue comme une blessure majeure, une destruction, une privation, un vol. Des hommes aujourd'hui souffrent de ne pas pouvoir dire ou faire certaines choses, tandis que des femmes disent enfin ce qui leur a été fait ou dit. Le discours a changé. Le discours du maître, orchestrateur de la discrimination sexuelle, est remplacé ou un peu battu par un discours féministe qui renverse la production du plus de jouir au détriment des bénéficiaires historiques du discours du maître à propos des sexes. De mon point de vue, disons dans ma pratique clinique, une interprétation s'est peu à peu imposée. Elle est, je crois, valable dans ces diverses situations. Je l'ai appelée le fantasme de la jouissance volée. L'autre, avec un grand A pour l'occasion, comme à chaque fois qu'il est nuancé ou mis en cause, par l'expression d'altérité moins conforme à la figure d'autorité propre à la norme, à la majorité appuyée sur le père mythique, cet autre doit être sauvé, réparé, renforcé, réifié un peu plus encore, pour garantir l'expression de ces sujets, de toutes celles et ceux qui vivent cet empêchement, pouvant les conduire à des douleurs et des souffrances parfaitement réelles, auxquelles elles préfèrent l'aliénation au maître, le seul capable de dire la vérité des sexes dans son discours. Ce dont le discours psychanalytique ne peut rien dire de la vérité des sexes. Seul le discours du maître a le pouvoir de décréter cette vérité sur les sexes, s'y reconnaissent ses adeptes et ses esclaves. Ceci est valable actuellement dans les différentes contestations des effets du mouvement MeToo, qui donne le vertige à beaucoup d'hommes et aussi à de nombreuses femmes. Les craintes et les expériences de musellement ou d'empêchement dénoncées sont à prendre comme des figures actualisées de l'angoisse de castration. Elles n'ont pas à être prises au pied de la lettre, sauf s'il s'agit d'avancer dans les subtilités d'un dialogue psychotique qui verrait dans la paranoïa une manière d'agencer les ingrédients de ces nouvelles configurations sexuelles. Pour les autres, elles sont à prendre où elles se posent. Au lieu de la jouissance, fantasmer être volé par un autre, qui n'est pas le grand autre, cette fois, mais le frère, la sœur, le congénère indélicat
qui revendique sa part ou sa possibilité d'être et sa capacité libérée de dérober à l'un une part de jouissance, de l'attirer vers soi, en un sens, user de la séduction d'une manière nouvelle. Nous pouvons observer d'un côté une foule de femmes prenant la parole dans des mouvements d'abord singuliers, avant d'emporter le mouvement collectif, et de l'autre des hommes tout à coup isolés de leurs comparses par des affaires judiciaires, dont il y aurait à dire, dès que possible, qu'ils ne sont pas des hommes ordinaires, comme l'a fait Elisabeth Roudinesco dans le journal Le Monde, en confortant au passage le groupe social des hommes. Cette configuration réactionnaire est intéressante, il faut lire cette interview. Des femmes par centaines se regroupent pour réussir à dire, et sur ce champ de bataille, il y aurait des hommes réduits au un par un comme des proies esseulées et victimes des exagérations du phénomène MeToo. Je ne suis pas en mesure d'apprécier la véracité de ces situations, dont il est d'ailleurs très difficile d'obtenir des informations solides. Cependant, je note le renversement comptable qui s'opère sur l'échiquier des prises de parole. Des femmes victimes d'agressions, solitaires, se mettent à dire et à se regrouper, tandis que des hommes, issus du groupe dominant de notre culture, sont ramenés à leur individualité par la blessure réelle ou supposée dont ils doivent répondre devant la société. Certaines personnes considèrent qu'il y a là la preuve d'un renversement critiquable de la violence. D'autres préfèrent compter et considèrent la différence mathématique des victimes suffisante dans un moment de possible bouleversement profond qui ne pourrait pas éviter de casser des œufs. Des études sont menées sur ces questions. Les dénonciations, donc les plaintes, abusives ou infondées, oscilleraient entre 2 et 9% de la totalité des dénonciations, tandis que plus de 90% des plaintes pour viol sont classées sans suite, parce qu'insuffisamment qualifiées. Une question s'impose, où est passé dans ce décompte le quantum de jouissance des délits et des crimes concernés? Cette disparité circule, structurée sur une perte importante de crimes et délits comptabilisés d'être dénoncés et classés sans suite parce qu'insuffisamment caractérisés. Une perte et une modélisation de l'appréciation des crimes et des délits continuent de s'illustrer dans un rapport qui interroge: combien faut-il de femmes victimes pour faire un homme agresseur? Combien de noirs pour une blanche, comme dans la chanson de Perret? La mise en avant des situations singulières, pouvant faire exemple de dangereuses exagérations, ayant causé par exemple des mises en accusation ou des condamnations juridiques ou sociales injustifiées, ne peut pas être acceptée comme un argument du débat principal, bien qu'il faille évidemment traiter ses conséquences délétères catastrophiques. Passer du « je te crois », qui inclut par nécessité un « je t'écoute » préalable, au seul « je t'écoute », promu récemment par Caroline Fourest, peut bien être motivé par tout un tas de considérations bienveillantes. Cela n'en demeure pas moins une dénégation subtilement orchestrée par les grâces de la rhétorique, permettant de réduire l'écoute de la vérité subjective au simple accueil de la plainte individuelle. Une opération d'arasement de la vérité que nous pouvons qualifier d'opération de dénégation dans la plus parfaite tradition freudienne, que je qualifie aussi plus loin de refus contre la jouissance volée, en l'occurrence celle de l'experte, élue tout à coup au rang de censeur, visant d'assurer le rétablissement du statut de cet autre avec un grand A, au ciel des arcanes fantasmatiques nécessaires à la stabilisation des vacillements subjectifs combattus inlassablement par l'individu orgueilleux de elle-même. Une jouissance volée par l'effet d'étrangeté radicale du fantasme apatride,
pouvant détrousser le fantasme hétéros patriarche de sa quotité de jouissance accouplée à l'altérité convenue de la norme dominante. Ainsi, je peux préciser la petite critique adressée au recours par Butler à la notion de fantasme psychosocial qu'on a évoquée la dernière fois. Ce qui se joue ici n'est pas l'effet d'un fantasme, mais une guerre des fantasmes, tous sexuels, là où il compense l'absence de normes sexuelles en étayant la possibilité d'être par des normes sociales, faute de mieux. Les conventions sociales, les normes, sont, jusqu'à ce que le fantasme soit reconnu pour ce qu'il est, des armes de défense contre le sexuel des autres supposés voleurs de la jouissance de l'individu. Tandis qu'il n'y aurait qu'à considérer le sujet, et non l'individu, pour remettre l'ensemble de ces éléments dans une équation plus praticable, réductible au point d'en extraire des lignes de travail et de progrès dans l'analyse, et peut-être dans la société. Au fond de ces différents exemples, un élément déterminant qui n'est pas objectif s'impose, l'identitaire comme matière noire du trauma du sujet, qui pousse au démenti du consentement subjectif, celui qui a permis aux accusés du procès de Mazan d'admettre leur participation à des viols en refusant du même trait l'intention du viol, justifiée par leur point de vue individuel sur la situation, dégagée de toute implication subjective, ayant pu excéder leur libre arbitre, qu'il faut bien in extremis adossé aux malices du mari machiavélique manipulateur de leur comportement, comme s'il n'était pas question de leur adhésion totalitaire à cet autre avec un grand A, dont ils se sont fait les sujets comme d'un maître, les empêchant d'être des sujets eux-mêmes, des sujets de l'inconscient. Lutter contre les inégalités femmes-hommes n'est pas une ambition psychanalytique, c'est une nécessité démocratique. Alors, cela devient une condition de la survie des esprits dits éclairés, ceux luttant contre les discriminations, par définition, des woke, donc de la psychanalyse, selon moi, qui n'a pas besoin de réclamer l'égalité femmes-hommes, mais de maintenir son engagement dans la lutte contre les inégalités femmes-hommes, à condition toutefois de mettre en valeur la psychanalyse dite par des femmes, les femmes analystes au cours de l'histoire, celles qui ont inspiré aux hommes analystes une série de théorisations incontournables, comme par exemple la pulsion de mort avec Sabina Spielrein, qui explora aussi par l'écriture quelques manières de terminer son analyse sans les séances d'analyse. Nous en parlerons tout à l'heure. N'y a-t-il pas cependant un risque, malgré tout ce qui vient d'être dit, à ce moment de l'histoire de nos sociétés, n'y a-t-il pas malgré tout un vertige réel? Oui, il y en a un, massif, le produit de l'expérience du fantasme. Cette possibilité, pas si couramment rencontrée au cours d'une vie, sauf d'y avoir été forcée, apercevoir que nous sommes soutenus côté désir par le fantasme, qui s'aperçoit dans la coupure d'un trauma, qui se traverse dans une cure psychanalytique, qui est ébranlé sans le savoir à chaque moment décisif de l'histoire sociale, qui est confondu souvent avec l'identité qu'il y aurait à défendre. Le vertige en question, celui qui agite et fait trembler les identifications, n'est pas à prendre à la légère. À chaque quart de tour, faisant passer d'un discours à un autre, s'opèrent d'authentiques moments de passe, qui se répètent autant de fois que nécessaire, si on veut, jusqu'à rendre possible de se mettre au service du discours psychanalytique, si c'est celui-là qui est visé. Le trauma, les traumas, lorsqu'ils sont démentis, repoussés ou évités, nourrissent mécaniquement les possibilités d'effraction, d'agression, de clivage intime, qui s'illustrent dans ce bouquet de violence
émergente venue traiter des violences séculaires dans une bataille concurrentielle, souvent aveuglée par les souffrances à traiter. L'identitaire nourrit les libérations comme les condamnations, au bord de la détresse, qui risque, cela appelle notre vigilance, de n'être plus lié à l'opportunité et à la nécessité de l'éthique. Si nous n'apprécions pas le consentement à la hauteur du sujet, en lui préférant l'accord de l'individu. C'est pas clair ce que je viens de dire. On y reviendra après. Individu qui fait prétexte au discours de prévention... Non, ça, excusez-moi, ce paragraphe est complètement pourri. Ce que je voulais dire, c'est que la question de l'éthique vissée sur un certain abord de la détresse exige de privilégier la dimension du sujet plutôt que celle de l'individu. Et que si on donne notre préférence à l'individu, on a assez peu de chances d'arriver à soutenir l'éthique. En tout cas, celle qui peut nous intéresser. Là, c'est mieux dit. J'en viens au troisième point. Une communauté des solitaires, loin l'identification. En juillet 1956, lors d'un congrès de la Société française de psychanalyse consacré à l'état de la psychanalyse et à la formation des analystes, Jacques Lacan prononce une conférence qui donnera lieu à sa publication dans un numéro de la revue Études philosophiques. La même année, puis dans Les Écrits en 1966 sous le titre « Situation de la psychanalyse et la formation du psychanalyste en 1956 ». Comme ça, c'est écrit dessus. Ce texte est virulent, plus que critique. Il est moqueur, voire insultant, mais d'une drôlerie efficace. Chacun en prend pour son grade. Aucun n'est sauvé, ni l'institution, ni la formation, et encore moins les membres de ces institutions analytiques qu'il qualifie tantôt de suffisance ou de petits souliers. Ce texte donne à lire plusieurs questions qui restent d'actualité. Historiques, elles ne se sont pas estompées avec le temps, ni avec les tentatives répétées de faire autrement. Quelques années après, dans sa propre école, l'EFP, fondée en 1964, notamment avec l'introduction de l'expérience de la passe à partir de 1967. L'une de ces questions, choisie parmi d'autres pour notre affaire du jour, est celle de l'identification, et spécialement l'identification au moi de l'analyste, théorisée pour fin de l'analyse à cette époque, dans la perspective didactique qui régnait à ce moment-là au sein de l'IPA. À l'opposé des convictions de Lacan, cette identification fâcheuse tient son énergie des effets d'identification imaginaire dans les masses et les groupes sur lesquels il renvoie à la lecture du texte de Freud, La psychologie des masses et Analyse du moi de 1921. Texte qui développe les manières dont les identifications des membres d'un groupe dans un mouvement régressif permettent d'instaurer un régime libidinal centré sur le leader ou sur le groupe lui-même, l'institution, dont il faut défendre les qualités, les valeurs et les limites. À contresens donc de l'émergence du désir du sujet, qui paraît où il se sépare du désir de l'autre. L'identité est pensée avec Lacan et Freud depuis la séparation qui défait l'aliénation. Séparation incontournable pour tout sujet, aliénation indispensable pour tout individu. Ce qui ne veut pas dire que le sujet n'est pas aliéné de temps en temps, ni l'individu libéré à certaines occasions. Voilà qui pose la question de la formation et de la transmission de la psychanalyse à contre-courant de la tradition psychanalytique de l'époque. Avec Lacan, la psychanalyse est à réinventer dans sa possibilité de durer, sous-entendu à chaque cure.
Depuis quelque temps, du côté de nos actualités, apparaissent d'autres propositions, telles que recommencer la psychanalyse. On voit souvent ça en ce moment. J'ai lu aussi il y a peu redémarrer la psychanalyse, dans des arguments de colloques ou de séminaires, et en particulier des publications sur les réseaux sociaux. Le réinventer au un par un de Lacan suggère que cela se produit sans lui, mais bien plutôt dans chaque cure, pour chaque analysant, chaque analyste. Recommencer la psychanalyse semble inviter à repartir du point Freud, peut-être même sans lui, voire à sa place. Dans certaines versions, en tout cas, des propositions de recommencer la psychanalyse, on sent bien que l'idée derrière, c'est repartir du point Freud à la place de Freud. Redémarrer tranche sur la réactivation d'un moteur qui serait éteint et qu'il faudrait faire repartir. Ces propositions sont interpellantes, il faudra les penser. Pour le moment, je ne sais pas quoi en penser, à part que recommencer la psychanalyse m'interpelle particulièrement, mais elles font partie en ce moment de vraiment la façon dont les choses se présentent dans plein de propositions ici et là. Réinventer la psychanalyse est une formule qui pèse historiquement puisqu'elle se réfère à la déclaration de Lacan en 1979. La citation complète est la suivante. « Tel que j'en arrive maintenant à le penser, la psychanalyse est intransmissible. C'est bien ennuyeux que chaque psychanalyste soit forcé, puisqu'il faut bien qu'il y soit forcé, de réinventer la psychanalyse. Si j'ai dit à Lille que la passe m'avait déçu, c'est bien pour ça, pour le fait qu'il faille que chaque psychanalyste réinvente, d'après ce qu'il a réussi à retirer du fait d'avoir été un temps psychanalysant, que chaque analyste réinvente la façon dont la psychanalyse peut durer. » On l'entend souvent répéter, cette proposition de « il faut réinventer la psychanalyse ». Et quand on regarde le texte de près, on se rend compte que ce n'est pas juste réinventer la psychanalyse, c'est réinventer la psychanalyse dans ses moyens de durée. Sans doute parce qu'à ce moment-là, il parle de la passe, comme un probable moyen, en tout cas dans l'idée initiale, de faire la possibilité que la psychanalyse dure. Moi, je l'avais souvent entendu jusqu'à présent réinventer sans l'idée de « pour que la psychanalyse dure », la réinvention comme la recréation perpétuelle d'un quelque chose qui redémarre. Mais quand on y ajoute la façon dont la psychanalyse peut durer, là, il y a un autre truc à réfléchir. Et je me suis rendu compte en préparant la séance d'aujourd'hui que je ne l'avais pas fait. Donc ce sera pour plus tard, il va falloir y réfléchir. Sous-entendu que la psychanalyse existe désormais que Freud l'a commencé, et qu'à sa suite, chaque psychanalyste doit inventer à nouveau, réinventer, pour que la psychanalyse puisse durer, non seulement d'être maintenue, mais durable, parce qu'appuyée à des inventions supplémentaires, venant prendre la suite des inventions précédentes, mais surtout l'invention continue de ces manières de durer. Donc des moyens de transmettre ces nouvelles inventions issues de l'expérience en cours, issues des cures en cours. Ceci soutenu d'une déception, dont Lacan aura dit préalablement qu'elle est un échec, cette passe qui était espérée pouvoir éclairer le passage à l'analyste, donc la transmission de la psychanalyse. Échec dont nous pouvons nous rappeler à nouveau son étymologie arabe et persane, combinée à l'ancien français, qui porte en elle deux matières de sens. Première, le roi est mort. Deuxième, butin. Depuis lors, l'expérience de la passe aurait pu, quitte à être continuée, se convaincre d'explorer des inventions ultérieures à la mort du roi en héritage. Mort du roi faisant butin, qui dès 79, au moment de sa déclaration, avant sa mort, 10 ans après le début de l'expérience de la passe à l'EFP, proposait de mon point de vue un dépassement supplémentaire
de l'au-delà du père de la horde, du maître et du titre que la proposition de 67 sur l'analyste de l'école portait en elle, là où Lacan espérait peut-être pouvoir traiter les effets de grade dont son école n'avait pas pu s'empêcher de donner une place, notamment avec le titre d'AME. Titre dont le poids n'a pas été évité lors de la fondation de l'école freudienne de Paris et de la mise en place de la PAS, plus tard, qui pouvait, après l'échec dit, être laissé pour compte, afin que l'expérience de la PAS s'en allège et que la transmission de la psychanalyse puisse s'aventurer en terra incognita. À l'heure actuelle, presque tous les dispositifs de PAS sont moribonds, à l'arrêt ou en réfection. Là, j'ai pas mis ni réinventer, ni recommencer. Réfection, bon, on reste un peu dans Notre-Dame, quoi. Tout s'interroge l'histoire de cette expérience depuis 67, ses évolutions, ses trouvailles et ses impasses. Aucun n'interroge, pour ce que j'en sais, ce qui des actualités sexuelles est venu depuis les années 80 percuter cette expérience de la PAS. Alors que bien souvent, lorsque des témoignages individuels peuvent être recueillis, apparaît de temps en temps un élément récurrent, à savoir la non-conformité des passants vis-à-vis d'une norme érotique fantasmée par quelques-uns qui a fait obstacle et fait encore obstacle, à laisser venir la matière sans présager de la forme à lire ou à traduire. C'est que le phallus imaginaire est maintenu en icône, là où il n'a pourtant pas de visage, mais où beaucoup voudraient pouvoir se reconnaître en exigeant la mise en conformité du désir de l'autre à l'aune de l'un avec un grand U, dans une perspective qui n'a rien à voir, il me semble, avec la proposition de 67 par Lacan. L'aliénation est souvent préférée à la séparation, c'est fâcheux et c'est aussi parfois dangereux. Dans cette expérience de la PAS, j'ai été passeur puis passant. Une expérience aussi extraordinaire que folle, déterminante et essentielle, mais aussi problématique et délétère. Passeur, je l'ai été d'avoir été désigné passeur par mon analyste, puis contacté par un premier passant ayant tiré au sort mon nom dans le chapeau des passeurs. Cela a été une expérience époustouflante et enthousiasmante. Je n'en dirai pas plus, car il est ici question des passants concernés, ceux que j'ai eu à entendre, alors motus et bouche cousue. Passant, je l'ai été volontairement, quelques années plus tard. Les rencontres avec mes deux passeuses, puisque c'était deux femmes, ont été merveilleuses, aimables, sérieuses, concentrées, drôles parfois, déterminantes sur bien des points que mon analyse ne pouvait traiter ou construire sans cette extension que permet la procédure de la PAS. Puis, côté dispositif, du côté donc de l'école, à l'issue du travail du cartel de la PAS, une non-nomination qui devait conclure cette PAS, ma PAS, s'est présentée d'une manière pas éclatante du tout, mais plutôt complètement éclatée. Sur un des aspects de cette conclusion d'expérience, qui intéressait à mes yeux la vie de l'école de psychanalyse concernée, j'ai écrit un texte sous le titre « Sur la forme de la nomination ». Longtemps après la fin de cette passe, contre toute attente, des énoncés sont venus encore préciser l'éclatement dont il avait été question. Ce qui, soit dit en passant, n'aurait jamais dû se produire, puisqu'une fois la procédure achevée, le lait n'est pas censé s'échapper de la casserole du dispositif, ou de la marmite, si on pense à la sorcière. Mais ces excédents jaillissant comme d'une fosse septique mal entretenue m'ont tout de même servi. Ils ont fait naître à ce moment-là dans mes pensées
la nécessité de penser le fantasme hétéros patriarche et la sexuation pour dépasser le simple patriarcat. Ceci pour envisager plus sérieusement les conditions d'une séparation qui puisse s'écrire, preuve d'un traitement réel de l'aliénation et pas seulement un compromis imaginaire dont se régalent les collectifs au sein desquels l'identification fait souvent symptôme, plus qu'elle ne soutient l'identification au symptôme comme formulation du terme de la cure par Lacan. Durant ma passe, j'ai beaucoup écrit. Dans un journal, des lettres, des poèmes, j'en ai donné aux passeurs, aux passeuses, un peu, puis beaucoup plus, en me disant que ceci me reviendrait probablement en critique négative de ce geste d'écriture passé aux passeuses en direction du cartel. Cela n'a pas manqué. L'écriture est souvent une cible pour une normativité érotique vissée sur son angoisse de castration. Il n'y a qu'à voir le sort réservé aujourd'hui à l'écriture épicène, dont certains collègues analystes ont pu dire qu'elle leur faisait saigner les yeux. Après ma passe, on m'a dit, sans que je n'ai rien demandé, ma non-conformité à la norme du fantasme de certains, et aussi que c'était une erreur d'avoir voulu faire passer des écrits. La passe, ça passe pas par l'écrit. Je vais m'attarder un peu sur cet élément de l'écriture. La passe, ce n'est pas par l'écrit, que c'est bête. Pour moi, il y a là un échec, et un des plus précieux échecs de mon expérience de passe, qui m'a permis d'en savoir un peu plus, et plus fermement encore, sur ce que l'écriture subvertit de la réalité toujours trompeuse. L'écriture, différemment des textes reconnus sous les plumes d'autorité phallique, reste suspecte lorsqu'elle diverge de cette norme, lorsqu'elle s'étoffe pas toute phallique. Elle est accusée d'explorer les continents noirs qui nourrissent l'angoisse de castration de la normativité érotique des adhérents au fantasme hétéros patriarche. Bien évidemment que c'est faux. La passe passe aussi par l'écriture. Et puisqu'il faut, dans ce milieu psychanalytique, se justifier de Lacan, j'ai un totem d'immunité pour dire cela, car même Lacan l'a suggéré, à la fois explicitement et implicitement. L'écrit, avec Lacan, puise sa force au seuil de la compréhension quand elle échoue, là où la lettre porte au-delà du sens l'accès à une vérité trop réelle pour être dite. Dans le séminaire Le moment de conclure, en 78, il dit ceci: « C'est bien par l'écriture que se produit le forçage. Ça s'écrit tout de même le réel, car il faut le dire, comment le réel apparaîtrait-il s'il ne s'écrivait pas? C'est bien en quoi le réel est là. Il est là par ma façon de l'écrire. L'écriture est un artifice. Le réel n'apparaît que par un artifice lié au fait qu'il y a de la parole et même du dire. Et le dire concerne ce qu'on appelle la vérité. C'est bien pourquoi je dis que la vérité, on ne peut pas la dire. » Plus directement, il dira aussi: « Dans cette histoire de la passe, je suis conduit, puisque la passe, c'est moi qui l'ai produite, dans mon école, dans l'espoir de savoir ce qui pouvait bien surgir dans ce qu'on appelle l'esprit d'un analysant pour se constituer, je veux dire recevoir des gens qui viennent lui demander une analyse. Ça pourrait peut-être se faire par écrit. Je l'ai suggéré à quelqu'un qui d'ailleurs était plus que d'accord. Passer par un écrit, ça a une chance d'être un peu plus près de ce qu'on peut atteindre du réel que ce qui se fait actuellement. » Fin de citation. J'ai appris à écrire par nécessité, à cause de ma cure, puis de mon désir.
Avant cela, je ne savais pas écrire, à force d'essayer d'écrire comme un homme. L'analyse m'a offert, obligé aussi, forcé, d'approcher de plus près ce que je soupçonnais dans mes premières lectures de Freud, à savoir que la bisexualité psychique est une promesse plus grande que la vie même. Bisexualité psychique qu'est l'inconscient, qui ouvre à l'écriture des hommes couleur de femmes, parmi lesquels ceux qui ont à devenir analystes. J'aimerais conclure cette troisième séance par 3 références littéraires, à Pascal Quignard, Sabina Spielrein et Hélène Cixous, qui ont su profiter et rendre compte par l'écrit d'une solidarité ni fraternelle, ni sororale, ni individuelle, ni collective, seulement subjective, fondée d'une vérité non alourdie du poids de l'être, ainsi que l'exige la voix de l'écriture. Ces 3-là ont écrit des choses qui font passer quelque chose qui n'est pas sans lien avec ce dont il est question dans La Passe, du sujet de l'inconscient et son rapport à l'histoire, au vivant et à l'autre. Sabina Spielrein, en 1909, écrit sa thèse de médecine qui sera le premier écrit clinique sur un cas de psychose et la première thèse portant sur la psychanalyse comme objet et méthode. Texte qui lui permit de conclure, seul, mais pas tout à fait seul, son analyse non achevée avec Carl Jung, en adressant à Freud des éléments de son travail de clinicienne par correspondance écrite. Elle a demandé à Freud de prendre plus ou moins le relais de sa cure avec Jung. Freud lui a répondu en lui proposant qu'elle lui écrive pour témoigner. Elle s'y emploie par des textes qui témoignent en effet de la découverte d'un savoir nouveau, et en l'occurrence, pas un petit, celui de la pulsion de mort, que Freud développera après elle. Travail qui lui a permis de se séparer, de se désidentifier, de se désaliéner et de son analyste et de l'analyse, en construisant le terme de sa cure avec et au-delà de sa fin, fini et infini, comme un mouvement, comme un poème, une œuvre passe. Pascal Quignard, dans son petit livre intitulé « Sur l'idée d'une communauté des solitaires » et « Dans les ombres errantes », expose la solitude inhérente à la condition humaine, y trouve la voie de son retrait, celui du silence ouvrant au partage et au lieu d'une communauté, du lien fondé de l'absence, de l'écart, du dehors, sans communion ni agglomération condamnant à la fusion. Hélène Cixous, dans son célèbre texte que l'on dit féministe, Le rire de la méduse, en 1975, écrit ceci. Elle arrive, la nouvelle histoire. Elle n'est pas un rêve, mais elle dépasse l'imagination masculine. Et pour cause, elle va les priver de leur orthopédie conceptuelle. Elle commence par ruiner leur machine à l'heure. Elle ajoute « Impossible de définir une pratique féminine de l'écriture, car on ne pourra jamais théoriser cette pratique, l'enfermer, la coder, ce qui ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Mais elle excédera toujours le discours que régit le système phallocentrique, elle aura lieu ailleurs que dans les territoires subordonnés à la domination philosophique théorique. Elle ne se laissera penser que par les sujets casseurs des automatismes, les coureurs de bord qu'aucune autorité ne subjugue jamais. » Fin de citation. Il y a là, je crois, une perspective et même un chemin d'écriture. Ainsi donc, avec des matières très différentes, l'identité peut être dite créole, l'identitaire peut être dit viol,
et l'identification peut être dite symptôme. Merci de m'avoir écouté.